Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est quoi? Eh ben c'est pour la fête des pères. C'est pas ma couleur. Ah oui mais non mais c'est pas pour chez nous, c'est pour papa. Papa? Mon papa Georges, ton fils. J'ai un fils? Mamie, on en a déjà parlé. Comment tu crois que je suis arrivée sur Terre? Un jour, il y avait un joli arc-en-ciel et c'est une belle cigogne qui t'a apporté dans son sac. Non mais c'est parce que c'est la fête des pères, donc aujourd'hui je voulais lui faire un cadeau qui lui plaise. Tu sais, lui c'est un geek, hein, il est ultra fan de Star Wars, donc je me suis dit que ça pouvait être bien dans son salon. T'es sûre de toi? T'aimes pas? Bah... Pourtant il est ultra fan. Oui, mais là, je suis pas sûre du tout. Ouais, je sais pas. Ouais, t'as raison. J'aurais dû prendre Frodon. Il est ultra fan du Seigneur des Anneaux aussi. Bah oui. C'est vrai que ça passe mieux dans un salon. Sinon on le garde? Abuse pas non plus. Chouille, est d'accord. 2 contre 1, mamie. On a gagné! Ça y est, je suis rentrée. Salut, c'est Lucille. Aujourd'hui, on va parler de toutes les formes paternelles dans les séries. Dans la société moderne, l'image du père a considérablement évolué, reflétant des changements sociaux et culturels profonds que la fiction, notamment les séries télévisées, capte avec acuité. Autrefois cantonné au rôle de pourvoyeur distant ou de figure d'autorité, le père d'aujourd'hui apparaît sous des jours multiples, enrichissant les récits de sa complexité. La fiction moderne explore toute la gamme des figures paternelles, le père absent, parti ou décédé, laissant un vide émotionnel, le substitut paternel qui tisse des liens forts par choix ou circonstance, ou encore le nouveau père, naviguant sur les défis de la parentalité contemporaine avec ses joies et ses peines. Ces personnages reflètent la diversité des expériences paternelles, des plus comiques aux plus tragiques, illustrant comment la paternité s'adapte et se transforme face aux attentes changeantes d'un monde en évolution. Il y a différents types de pères. Il y a le père protecteur, le père inspirateur, le père en quête de rédemption, le père absent ou éloigné. Bref, faisons un tour d'horizon de toutes les figures paternelles dans les séries. La petite maison dans la prairie. C'est une série télévisée qu'on connaît normalement tous, américaine, de 74 à 83, avec de multiples rediffusions, même encore aujourd'hui. Elle suit les aventures de la famille Ingalls dans l'Amérique rurale du 19e siècle. Basée sur les livres autobiographiques de Laura Ingalls Wilder, la série dépeint la vie quotidienne, les défis et les joies de cette famille emblématique de pionniers s'établissant dans le Minnesota. Charles Ingalls est la figure paternelle par excellence. Il est le patriarche de la famille Ingalls, et c'est un exemple emblématique du père protecteur et inspirateur. Il est profondément dévoué à sa famille, toujours prêt à faire des sacrifices personnels pour assurer leur bien-être et leur sécurité. Il est aussi un modèle de vertu, telles que l'intégrité, la ténacité et la compassion. Il enseigne ces valeurs à ses enfants, non seulement à travers ses paroles, mais surtout par ses actions. Sa relation avec ses filles, et particulièrement avec Laura, est au cœur de nombreuses intrigues de la série. Il guide, protège, soutient ses enfants à travers diverses épreuves. Sa présence rassurante et sa sagesse font de lui un pilier pour sa famille et un personnage très apprécié du public. Nels Olson aussi. Nels gère non seulement son magasin, mais aussi les caprices exaspérants de sa femme et sa fille, Nelly. Il est doté d'une patience infinie. Malgré son ton souvent optimiste et ses bons sentiments, La petite maison dans la prairie n'a pas peur d'aborder des sujets sérieux et sombres, tels que l'alcoolisme, le racisme, la maladie, la drogue, la mort. La série a été avant-gardiste pour son époque. Dexter. Dexter est une série dramatique qui se centre sur Dexter Morgan, un expert en analyse de projection de sang pour la police de Miami. Mais il cache un sombre secret. Il est également un tueur en série qui cible d'autres meurtriers. La série explore sa lutte intérieure entre sa nature meurtrière et son désir de mener une vie normale. Harry Morgan, le père adoptif de Dexter, joue un rôle crucial dans la vie de ce dernier. Conscient très tôt des tendances sociopathes de Dexter, Harry choisit une approche inhabituelle mais empreinte de compassion.
usurpation. Au lieu de rejeter Dexter ou de le traiter comme un cas perdu, Harry décide d'aimer et d'accepter son fils dans son intégralité, y compris ses impulsions meurtrières. Cette acceptation est accompagnée par la création du Code, un ensemble de règles strictes visant à canaliser les pulsions de Dexter de manière à protéger à la fois Dexter et la société. Ce code stipule que Dexter ne doit tuer que des criminels qui ont échappé à la justice, lui permettant ainsi d'assouvir ses besoins tout en rendant une forme de justice. Oui, c'est très cathartique pour le spectateur. Ce cadre donne à Dexter la structure dont il a besoin pour contrôler ses pulsions tout en fonctionnant dans la société. On a également la figure de père à travers Dexter, un peu plus tard dans la série. Devenu père, Dexter est confronté à ses propres dilemmes sur la transmission des valeurs à son fils Harrison. Cette dynamique paternelle soulève des questions sur ce que signifie aimer son enfant inconditionnellement, tout en luttant contre la peur que son fils hérite de ses propres penchants meurtriers. Bref, la série Dexter offre une exploration nuancée de la paternité, de l'acceptation et de l'amour inconditionnel à travers le prisme d'un père qui choisit d'embrasser et de guider son enfant malgré ses défauts très dangereux. Elle pose des questions éthiques sur la nature, l'éducation et la responsabilité parentale. Allez, on enchaîne avec l'une de mes séries coup de cœur qui vient tout juste de se terminer sur Netflix. Il s'agit de Sweet Tooth. Elle a débuté en 2021 et elle est en 3 saisons. Sweet Tooth, dans Sucré, explore les aventures de Gus, un jeune hybride mi-humain, mi-cerf, dans un monde post-apocalyptique ravagé par un virus. Oui, c'est sorti juste après le confinement, ça nous a rappelé pas mal de trucs. Gus est guidé par 2 figures paternelles, Tommy Shepard, ou Big Guy en anglais, grand costaud en français, un ex-joueur de football américain reconverti en protecteur, et son père, surnommé Baba, qui a élevé Gus dans une cabane isolée, le protégeant du monde extérieur en lui enseignant des valeurs de compassion et de respect pour la nature. Il représente la douceur et l'amour inconditionnel, mettant en place les fondations morales de Gus. Tommy Shepard, surnommé Grand Costaud, Big Man, ancien athlète professionnel dont la carrière a été brisée par des choix personnels douteux et le chaos mondial, il a également des traumas liés à sa vie personnelle, notamment avec sa famille. Il se considère un peu comme une cause perdue. Depuis l'effondrement, il n'a pas été du côté des gentils. Il trouve donc en Gus une chance de rédemption. Initialement réticent à l'idée de s'attacher à lui, il développe tout de même un lien puissant avec ce jeune garçon, le prenant sous son aile. Leur relation est marquée par des enseignements pratiques pour survivre dans un monde hostile, puisque Gus n'y connaît absolument rien, mais aussi par des moments de vulnérabilité où Shepard relève ses propres peurs et regrets. Sweet Tooth aborde la paternité sous plusieurs angles, mettant en lumière à la fois la protection et l'éducation comme éléments clés de cette relation. La série montre que la paternité va au-delà des liens du sang. Elle est aussi une question de choix, de sacrifice et de croissance mutuelle. Baba et Shepard, chacun à leur manière, façonnent l'identité de Gus et lui donnent les outils pour affronter un monde incertain. Cette série est très mignonne, un peu violente, mais dans un certain cadre, et surtout ça traite de la transmission, celle qu'on laisse à la prochaine génération. Quelle valeur laisse-t-on à nos enfants, à nos descendants? Ça parle également de la tolérance à la différence. Bref, je vais en parler très bientôt dans ma prochaine chronique sur le post-apocalyptique, donc surtout, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et dans mes séries chouchou favorites, dont j'ai déjà vite fait parler dans mes mini-chroniques, on a Modern Family, une sitcom américaine diffusée entre 2009 et 2020. J'ai d'ailleurs eu la chance de les rencontrer lors du dernier épisode tourné à Paris. J'étais comme une gamine de 8 ans. Modern Family, c'est donc une série comique qui brosse le portrait humoristique, puisque c'est une série comique, de la vie quotidienne d'une grande famille éclectique vivant à Los Angeles. Elle utilise le format du faux documentaire, donc du documenteur, et explore les interactions parfois touchantes et souvent hilarantes entre les membres de 3 foyers reliés entre eux par des liens familiaux. On a donc 3 figures de pères différentes, même 4 puisqu'on a un couple de 2 papas. On a tout d'abord Jay Pritchett. Jay, c'est le patriarche de la famille, ça ne le change pas puisqu'il était déjà le patriarche dans Marier 2 enfants, mais là son rôle est vraiment différent. C'est aujourd'hui un homme d'âge mûr qui a refait sa vie avec Gloria, une magnifique femme beaucoup plus jeune que lui, et il doit jongler entre les défis de la paternité tardive avec son fils Joe, qui arrive un petit peu plus tard dans la série, et ceux de la gestion de ses relations avec ses enfants adultes, issus d'un précédent mariage. D'ailleurs, son ex-épouse est partie très tôt, donc Jay a vraiment assumé son rôle de père, même s'il était loin d'être parfait. Et il y a également sa dynamique avec Manny, son beau-fils, donc le fils de Gloria, montrant aussi son adaptation
l'éducation à un rôle de père pour un enfant qui n'est pas le sien biologiquement, abordant les thèmes donc de l'acceptation et de la compréhension mutuelle. Bref, Jay, il a été papa tôt, avec aujourd'hui des enfants adultes, papa âgé d'un jeune enfant, beau papa d'un fils qui n'est pas le sien. Mais il est également grand-père. Bref, beaucoup de casquettes pour un seul homme. On a également Phil Dunphy, donc Phil c'est le beau-fils de Jay, le mari de sa fille, et lui c'est le père débonnaire et souvent maladroit, qui aspire à être perçu comme le papa cool. Très proche de ses 3 enfants, il tente constamment de s'impliquer dans leur vie avec un enthousiasme qui frôle souvent la gêne, et tout en laissant aussi le poids des responsabilités familiales à sa femme, Claire. Phil illustre le père moderne qui veut briser les stéréotypes du père distant ou autoritaire, puisque lui-même a eu la chance d'avoir un papa poule très drôle, mais qui en même temps cachait un manque de communication sur les sujets sérieux. Et Phil cherche plutôt à établir une relation d'amitié et de complicité avec ses enfants, qui n'est pas toujours la meilleure façon d'aborder l'éducation. Mais il en résulte des situations toujours très drôles, et Phil est souvent l'un des personnages préférés des fans de la série. Et on a également le couple Cameron, Cam, et Mitchell. Mitchell est le fils de Jay, et donc Cameron, son mari. Cameron et Mitchell sont un couple gay, donc, qui navigue dans les eaux parfois tumultueuses de la paternité. Déjà parce qu'ils ont, dès le premier épisode, adopté une petite fille, Lily, et leur couple dépeint les défis et les joies de l'adoption dans un cadre familial homosexuel. Cameron, qui est mon personnage préféré de la série, est souvent le plus théâtral des deux, un acteur extraordinaire. Il montre une exubérance dans son rôle de père. Do not break the window, you'll get glass on her. Sir, please tell your wife to relax. Everything is going to be okay. That's a man. Tandis que Mitchell, lui, représente un équilibre plus pragmatique et terre à terre, et souvent en conflit avec son père Jay d'ailleurs. Leur relation offre une perspective riche sur la diversité des structures familiales et sur les différentes manières d'exprimer l'amour parental. Leur trio avec Lily, c'est pour moi les scènes les plus drôles de la série, même si tout le reste est génial aussi. Bref, Modern Family, ça aborde le thème de la paternité avec humour et tendresse, mais ça offre aussi des perspectives diverses sur les défis et les bonheurs de l'éducation des enfants. La série utilise le comique de situation, les dialogues vifs, pour explorer comment ces types de pères gèrent les responsabilités et les erreurs de la paternité, tout en soulignant que malgré les différences de méthode ou de personnalité, l'amour inconditionnel pour leurs enfants reste au cœur de leurs actions. Bon bah là on va parler du classique, la série culte, notre chouchoute pour beaucoup d'entre nous, Malcolm bien sûr, Malcolm in the Middle en anglais. Donc c'est aussi une sitcom américaine qui est un peu la série référence quand il s'agit de séries familiales. Elle a été diffusée entre 2000 et 2006 mais elle continue d'avoir de multiples rediffusions et c'est toujours un carton. Malcolm c'est une série comique centrée sur Malcolm, un adolescent surdoué et sa famille désordonnée et excentrique de classe moyenne. La série explore les défis quotidiens, les absurdités et les dynamiques familiales à travers les yeux de Malcolm donc. Et comme figure paternelle, on a notre master, Hal. Oui, le même acteur qui nous a offert le génialissime Heisenberg, Walter White dans Breaking Bad. Hal, c'est le père de Malcolm et de ses frères, et qui est un père et époux profondément aimant, connu pour ses réactions exagérées et son approche souvent enfantine de la parentalité. Malgré son comportement parfois irresponsable et imprévisible, Hal est un père extrêmement dévoué qui essaie constamment de soutenir et de motiver ses enfants, bien qu'il le fasse souvent de manière maladroite. Il a sûrement inspiré le personnage de Phil dans Modern Family. Hal, c'est le père joueur, qui n'hésite pas à se joindre à ses enfants dans leurs farces et aventures, souvent aux grandes dames de sa femme Lois. Cette approche décontractée et amusante de la paternité permet à Hal de se connecter avec ses enfants d'une manière unique, renforçant leur complicité. C'est un grand garçon lui aussi. Bien que souvent dépassé par les situations chaotiques engendrées par ses fils, parce que c'est vrai qu'il n'est pas vraiment aidé, Hal montre une capacité surprenante à trouver une solution créative aux problèmes. Son style de résolution est un mélange d'ingéniosité, de chance, beaucoup, mais il parvient toujours à maintenir la cohésion familiale. Dans ce chaos constant de la famille, Hal, c'est un contrepoint à Lois, souvent plus stricte et autoritaire. Aussi parce qu'elle n'a pas le choix. Son approche plus douce et plus flexible de la discipline complète le style de gouvernance plus ferme de Lois, offrant ainsi un équilibre qui, bien qu'imparfait, fonctionne pour leur famille. Un peu le good cop, bad cop. Mais un peu comme pour Phil dans Modern Family, ça pose aussi un peu les questions du père toujours sympa et un peu laxiste, qui, in situ, laisse le rôle des responsabilités et de la sévérité à la maman qui du coup passe toujours pour la méchante. En tout cas, avec Hal, Malcolm offre une vision hilarante et affectueuse de ce que signifie être un père dans une famille pleine de vie, d'amour et de chaos.
On a aussi des visions très satiriques des papas, notamment dans les séries animées. Les figures paternelles telles que Stan Smith dans American Dad, Homer Simpson dans Les Simpsons et Peter Griffin dans Family Guy offrent une satire mordante de la paternité et des travers de la société américaine. Stan, avec son patriotisme extrême et son approche parfois paranoïaque de la sécurité nationale. Homer, connu pour son manque de jugement et ses bourdes constantes. Et Peter, un de mes personnages préférés. J'adore Family Guy, même si j'adore aussi Les Simpsons et American Dad. Mais Family Guy, vraiment je tape des barres. Peter, lui, c'est l'immaturité et les décisions impulsives qui tombent totalement dans l'absurde et qui incarnent des exagérations comiques des défauts typiques du père américain. En riant de leur incompétence, de leur ignorance et de leur extravagance, American Dad, Les Simpsons ou encore Family Guy ne se contentent pas de divertir. Ils proposent aussi une critique des normes familiales et des attentes sociétales, tout en soulignant l'attachement indéfectible qui lie ses pères à leur famille. Mais les papas, c'est pas toujours des papas aimants, il y a aussi ce qu'on appelle les shitty dads, en anglais, les papas un peu qui font du caca, avec The Umbrella Academy. Alors je vous parle, la dernière saison est en train d'être diffusée sur Netflix. C'est une série américaine qui a débuté en 2019. Une histoire de super-héros, basée sur la bande dessinée du même nom, The Umbrella Academy, l'académie du parapluie. La série commence avec un événement extraordinaire où 43 enfants sont nés simultanément de femmes qui ne montraient aucun signe de grossesse, un peu partout sur la Terre. Sir Reginald Hargreaves, un excentrique milliardaire, adopte, ou plutôt achète, 7 de ses enfants aux capacités extraordinaires pour former une équipe de super-héros. Après la mort mystérieuse de ce dernier, ses enfants adoptifs, devenus adultes et éloignés les uns des autres, se réunissent pour découvrir les circonstances de sa mort et faire face à une menace apocalyptique. Sir Reginald Hargreaves, c'est quand même le plus shitty des shitty dads. C'était un monstre. Reginald est également connu sous le nom de The Monocle en anglais, ou le Monocle en français, parce que je suis bilingue, et une figure paternelle complexe et controversée. Reginald est loin d'être un père aimant, il est froid, calculateur, souvent cruel. Sa relation avec ses enfants adoptifs est marquée par l'absence d'affection, puisqu'il les a fait élever par une maman nounou qui n'est autre qu'un androïde, et il est aussi un disciple sévère, focalisé sur l'exploitation de leur pouvoir pour des missions et des objectifs personnels, alors que ce ne sont que des enfants. Reginald privilégie la formation et la performance au détriment du bien-être émotionnel de ses enfants, ce qui engendre chez eux une multitude de problèmes psychologiques et interpersonnels, persistant jusqu'à l'âge adulte. Cette éducation toxique laisse les membres de l'académie avec un sentiment d'abandon, de méfiance et une incapacité à gérer leurs relations de manière saine. La mort de Reginald les oblige à revisiter les traumatismes de leur enfance, tout en tentant de démêler les mystères qu'il a laissés derrière lui, notamment la véritable raison de leur adoption. La série explore ainsi les conséquences dévastatrices de son approche parentale et la quête des enfants Hargreaves pour surmonter leur passé et forger leur propre avenir en tant qu'individu et en tant que famille. Bon, je sais pas si Reginald c'était le pire des pires, parce que là on va parler encore d'un pire de Shitty Dad dans la série Succession. Gros succès américain de la chaîne HBO, diffusée depuis 2018. Succession est une série dramatique qui plonge dans les luttes de pouvoir au sein de la famille Roy, dirigée par le magnat des médias et du divertissement, Logan Roy. Alors que la santé de Logan décline, ses 4 enfants se livrent une bataille acharnée pour sa succession, révélant des alliances fragiles, des trahisons et des ambitions personnelles dévorantes. Ouais, Dallas à côté, c'est la petite maison dans la prairie. Logan Roy, le patriarche autoritaire de la famille Roy, c'est une figure paternelle imposante et souvent toxique. Sa relation avec ses enfants, Kendall, Roman, Shiv et Connor, est définie par la manipulation, les tests constants de loyauté et un amour conditionnel qui alimente une compétition féroce entre eux. Logan utilise son entreprise comme un champ de bataille pour évaluer qui mériterait de reprendre les rênes, exacerbant les rivalités fraternelles et poussant ses enfants à des extrêmes pour gagner son approbation et sécuriser leur place dans son empire. La série explore les dynamiques complexes et souvent destructrices au sein de la famille Roy, avec Logan incarnant le stéréotype du père impitoyable dont l'ombre influence profondément chaque aspect de la vie de ses enfants. Cette lutte pour l'approbation paternelle et le pouvoir ultime dépeint non seulement les périls de la richesse et du pouvoir, mais aussi l'impact psychologique durable de grandir sous la tutelle d'un tel patriarche. Et allez, on continue avec les bons papas. Les bons shitty papas
avec The Boys. La 4e saison est en train d'être diffusée au moment où je vous parle sur Prime. C'est une de mes séries préférées, je l'adore. Alors attention, c'est extrêmement graphique. The Boys a débuté en 2019 et c'est une série satirique et très provocatrice qui dénonce le capitalisme, le corporatisme, l'idolâtrie et les mouvements fascistes. Dans ce monde, les super-héros, vénérés comme des divinités, l'équivalent des Kardashians, sont en réalité corrompus par la célébrité et manipulés par la puissante corporation Vought. La série est connue pour son approche sans retenue, avec une violence graphique et des éléments très sulfureux qui rappellent les bandes dessinées originales. Billy Butcher, le boucher, ou le charcutier comme dirait Frenchie, forme The Boys, un groupe déterminé à anéantir ces super-héros qui se comportent monstrueusement loin des caméras, offrant ainsi un exutoire jouissif pour le spectateur. On a tout d'abord le personnage Homelander, le protecteur en français, qui est interprété par un acteur absolument génial, Anthony Starr, qu'on a déjà vu en rôle principal dans la série Banshee. Il est extraordinaire dans ce rôle. Homelander est présenté comme le super-héros le plus puissant et le leader des Seven. En gros, c'est Superman. Et les Seven, dedans, on a l'équivalent de Wonder Woman, d'Aquaman, de Black Panther, Captain America, etc., etc. Mais c'est tous des connards. Et donc Homelander, sous cette façade de super-héros, se cache une personnalité extrêmement perturbée et sadique. Élevé dans un laboratoire par la corporation Vought, sans affection ni guidance parentale authentique, Homelander manifeste une instabilité croissante et une cruauté qui s'intensifie au fil des saisons. Sa relation avec son fils, qui apparaît un petit peu plus tard dans la série, met en lumière sa vision perverse de la paternité. Loin de chercher une rédemption ou un amour véritable pour son enfant, il voit plutôt son fils comme un miroir de lui-même, ce qui renforce son narcissisme. Il est aussi réticent à l'idée que son fils puisse l'éclipser, tout en lui inculquant ses valeurs de supériorité des surhumains. Cette approche toxique est un reflet de son propre complexe de supériorité et de ses blessures d'abandon, révélant son incapacité à établir des connexions humaines sincères et sa vision déformée du pouvoir et de la suprématie. En parallèle, Butcher, interprété par Cal Urban, j'adore ce mec. Bien qu'il ne soit pas le père biologique du fils de Homelander, il prend le rôle de beau-père dans sa tentative de sauver le garçon. Lui-même issu d'une famille marquée par un père abusif et violent et l'absence de la mère, Butcher est tiraillé entre sa haine pour Homelander et sa promesse de protéger l'enfant. Cette dynamique complexe explore les thèmes de la promesse, de l'honneur et du conflit intérieur dans la paternité adoptive. On a également le personnage de Huey Campbell, qui est élevé par un père aimant mais un peu naïf, qui n'a pas su s'affirmer après que son épouse et donc mère de Huey les ait abandonnés. Cette figure paternelle, aimante, loyale et remplie de bonnes intentions, montre aussi les limites de la passivité et influence Huey dans sa quête pour trouver du courage et de la détermination. On a un autre père aussi dans le groupe, Mother's Milk, la crème en français. La crème est un père qui adore sa fille, mais ses absences répétées, dues à son engagement avec The Boys, a résulté d'un divorce et il ne peut voir sa fille que de temps en temps. Son ex-femme ayant refait sa vie, il est confronté au défi de rester connecté à sa fille malgré la distance et les obstacles, illustrant les luttes des pères séparés pour maintenir un lien avec leurs enfants, mais aussi la rivalité qu'il peut y avoir lorsque un nouveau papa apparaît en tant que beau-père. Bref, en plus de la satire qu'offre The Boys, la série utilise aussi ses personnages pour explorer les impacts durables des relations paternelles, qu'elles soient biologiques ou substitutives. Elle met en lumière comment les antécédents familiaux façonnent les individus et comment ils luttent pour surmonter, répéter ou réparer les erreurs de leurs propres parents, dans un monde impitoyablement régi par le pouvoir et la manipulation. Restons dans la fantasy et passons à la série Westworld. Débutée en 2016, Westworld est une série de science-fiction dramatique basée sur le film éponyme de 1973. La série se déroule dans un parc d'attractions futuriste peuplé par des androïdes où les visiteurs peuvent vivre des aventures dans des mondes thématiques sans conséquences. Toutefois, les lignes entre réalité et programmation commencent à s'estomper lorsque certains androïdes développent une conscience et commencent à remettre en question leur existence et leur création. Dans cette série, les notions de création et de paternité sont explorées principalement à travers les personnages de Dr. Robert Ford et Arnold Weber, les co-créateurs du parc.
Ces figures de créateurs agissent comme des pères pour les androïdes, non seulement en les concevant et en les programmant, mais aussi en leur inculquant des narratifs qui façonnent leurs existences. Le docteur Robert Ford est souvent vu comme un père omnipotent qui contrôle chaque aspect de la vie dans Westworld. Sa vision de la création va au-delà de la simple programmation. Il s'intéresse à la conscience de ces créations et à leur capacité à transcender leurs scénarios initiaux. Ford représente un créateur qui, tout en ayant une affection pour ses créations, les manipule pour servir ses propres desseins philosophiques et expérimentaux, posant des questions sur la moralité de jouer à Dieu. Arnold Weber, en revanche, est présenté comme ayant une approche plus empathique et paternelle envers ses hôtes, ses androïdes. Il est profondément préoccupé par les implications éthiques de leur conscience naissante et lutte avec les conséquences de leur utilisation comme divertissement pour les humains. Sa relation avec Dolores, l'une des premières androïdes qu'il a aidé à développer une conscience, est particulièrement poignante, révélant son désir de voir les hôtes atteindre une véritable autonomie et liberté. Bref, Westworld utilise la relation créateur-créé pour explorer des thèmes comme la liberté, la conscience et la moralité de la création consciente. Ford et Arnold agissent comme des figures paternelles avec des visions opposées sur ce que signifie être un créateur responsable. Leur interaction avec les hôtes soulève des questions sur les droits et les responsabilités envers des êtres qui, bien que non humains, possèdent la capacité de penser et de ressentir, défiant ainsi les notions traditionnelles de paternité et de domination. Parce qu'il est certains drames que les parents ne devraient jamais subir, on va parler de la série Kidding. Kidding est une série américaine diffusée entre 2018 et 2020 qui a été réalisée par Michel Gondry. Elle suit le personnage de Jeff Piccirillo, alias Mr. Pickles, interprété par Jim Carrey, une icône de la télévision pour enfants confrontée à la tragédie personnelle de perdre un de ses fils jumeaux. Connu pour son approche visuelle unique et sa capacité à explorer des thèmes avec sensibilité et imagination, Michel Gondry infuse la série d'un style très distinctif qui illustre parfaitement les luttes internes de Jeff. Jeff est un père endeuillé. Sous son nom de scène Mr. Pickles, il est vénéré par des millions pour sa personnalité douce, sa patience infinie et son optimisme inébranlable. Cependant, après la mort tragique de son fils, cette façade publique de perfection commence à s'effriter. En privé, Jeff est submergé par le deuil, luttant pour faire face à la perte et à la culpabilité, tout en essayant de maintenir une relation avec son fils survivant et de gérer aussi une séparation difficile d'avec sa femme. Alors on pourrait se dire qu'on est vraiment dans le gros drama, et pourtant c'est très poétique, très fin, souvent drôle. La série explore comment Jeff gère le contraste entre son personnage public, un modèle de vertu enfantine, et sa réalité privée, marquée par la douleur et le désarroi. Cette dualité est au cœur de son voyage, car il cherche des moyens de traiter sa douleur sans perdre son identité ou son intégrité. Bref, Kidding est une étude de caractère poignante et profondément humaine sur un père en deuil, illustrée avec l'approche artistique caractéristique de Michel Gondry, et tout en explorant les thèmes de la résilience, de la redéfinition de soi et de la survie émotionnelle. Elle pose des questions sur la façon dont nous continuons après une perte dévastatrice, et sur la capacité de l'art et de la créativité à guérir et à transformer. Et enfin, on va terminer avec la dernière mini-série Netflix qui s'appelle Eric, diffusée donc en 2024. Non, Doudou, choui. Vous allez dire que je fais exprès, mais je vous jure que non. Série, elle est devant l'ordinateur. Tu poses le pied sur le truc en plus. Non, qu'est-ce qu'on dit? On dit non, choui. Mais vas-y, mais fais ta toilette. Allez, j'ai que ça à faire. Tu peux pas aller dans la douche, comme tout le monde? Ça y est, tu peux t'installer? Merci. Je disais, Eric est une mini-série, donc, dramatique, mettant en vedette Benedict Cumberbatch, notre Sherlock. Située dans le New York des années 80, elle suit Vincent Anderson, un marionnettiste perturbé dont le jeune fils Edgar disparaît mystérieusement. Tandis qu'il cherche désespérément à retrouver son fils, Vincent doit aussi affronter ses propres démons et une réalité de plus en plus fragmentée. Vincent est un père aux prises avec une immense détresse après la disparition de son fils Edgar. Sa douleur et son désespoir se manifestent par l'interaction avec Eric, une mascotte, une marionnette inspirée des dessins de son fils. Eric devient une matérialisation de la fragmentation mentale de Vincent. Oui, un peu comme dans Fleabag. Vous saviez que quand le personnage principal s'adresse au spectateur à travers la caméra, ce n'est autre que l'analogie de son cerveau fragmenté. Lorsqu'elle s'adresse à nous, elle s'adresse en fait à elle-même. Je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine chronique, je pense. Bref, Eric devient donc une matérialisation de la fragmentation mentale de Vincent et ça l'aide à naviguer dans son propre chaos intérieur tout en
cherchant des réponses. La série met en lumière les luttes internes de Vincent, y compris ses problèmes de santé mentale, son alcoolisme et sa toxicomanie. Ces luttes sont exacerbées par les traumatismes de son propre passé, notamment une enfance marquée par un père abusif. Et oui, les schémas se répètent. Eric offre une exploration poignante de la perte et de la fragmentation mentale à travers les yeux d'un père en crise, mais elle aborde aussi des thèmes universels de deuil, de résilience et de quête de rédemption. Elle nous offre une performance magistrale de Benedict Cumberbatch et capte l'essence des luttes humaines contre des forces internes et externes dévastatrices. Mais on traite également de l'homosexualité, qui, je le rappelle, dans les années 80 aux États-Unis était encore un délit, à travers le personnage de l'inspecteur. Et critique aussi les strates sociales, avec les manipulations politiques, la corruption et l'extrême pauvreté à laquelle font face les personnages qui vivent dans les tunnels, notamment à travers le personnage de Youssouf. Ce qui me permet d'enchaîner puisque Youssouf est interprété par Bamar Khan, et Bamar, qui est aussi un ami, sera mon tout premier invité de ma chronique qui s'appelle Oui c'est qui, où je parle série avec des acteurs, actrices, créateurs de séries. Dans mon salon, ambiance pépouze, on analyse des séries, on fait des petits jeux, on joue avec mamie et Choui, bref, je vous la conseille. Si elle n'est pas encore sortie quand vous regardez cette vidéo, surtout abonnez-vous, et si vous découvrez cette vidéo longtemps après, allez vite la chercher. Alors, quel papa t'a le plus marqué dans les séries qu'on vient de voir? Tu peux évidemment enregistrer cette vidéo pour avoir une grosse liste de séries à regarder bientôt. N'hésite pas à l'envoyer à ton père, ou à ton parrain, à ton oncle, ton grand-père, ou juste la figure paternelle la plus proche de toi. Et toi, comment il est ton papa, ou comment il était? Est-ce que tu es papa? Est-ce que tu aimerais être papa? Moi, le mien, il est super gentil. J'ai de la chance. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Alors si avec toi, ton papa c'est pas cool ou que malheureusement tu n'as plus ton papa auprès de toi, et ben mamie, Choui et moi, on t'envoie des gros bisous et on pense fort à toi. Allez, on se retrouve bientôt pour une vidéo sur les séries. En attendant, n'oublie pas que tu peux me retrouver sur Insta et sur TikTok. Et je te dis à très bientôt. Salut! Et j'en profite pour faire des bisous à mon vrai papa qui me regarde et qui me soutient.